avant de démarrer vers les questions qui nous sont posées par les participants et participantes, moi j'avais quand même quelque chose, enfin une question à vous poser à tous les deux, et je vous demanderai de répondre chacun et chacune sur la question des cycles, puisqu'on a évoqué la question des cycles, mais on a l'impression, en tout cas par ces projets de programme, qu'on est sur des attendus de fin d'année, des attendus même en cours d'année par les élèves, et que la question des cycles n'est plus à l'ordre du jour. Et donc, ma question, c'est pourquoi c'est si important de prendre son temps à l'école et de mettre en place les enseignements à l'intérieur des cycles et ne pas avoir des injonctions à certains mois de l'année pour que les acquis des élèves soient, en tout cas que certains élèves aient acquis un certain nombre de choses à certains moments de l'année, voire à l'intérieur du cycle à certains moments. Je ne sais pas si, Sylvie, vous pouvez répondre à cette question sur les cycles. Voilà. Les cycles, en fait, c'est une disposition qui a été mise en place il y a fort longtemps. Ça a commencé en fait en 1989. Hein, c'est la loi d'orientation de 1989. C'était assez difficile à accepter parce que ça ne fait pas partie des habitudes qu'on avait, disons, en milieu urbain, des habitudes de travail. Cependant, pour l'enseignement primaire, c'est quelque chose qui est très important parce que ce sont des apprentissages, les apprentissages que font les élèves sont des apprentissages extrêmement complexes et qui demandent une certaine maturation et dans lequel il y a beaucoup d'allers-retours. Les élèves ne progressent pas de façon linéaire et ne progressent pas tous au même rythme. Donc, en laissant un certain espace de développement, ça permettait quand même à chaque élève d'arriver aux acquis demandés. Mais là, le programme, il se présente sous la forme d'une construction, je dirais, artificielle, une construction intellectuelle qui est déconnectée de la réalité avec, enfin, ce que j'essaie de montrer comme un élève modèle. Et c'est pour ça que les apprentissages sont considérés comme pouvant être segmentés et n'exigeant pas de maturation. Par exemple, la compréhension ne fait pas partie des éléments qui sont travaillés. Or, c'est quelque chose qui est très long à construire, même comprendre la plupart des actes langagiers, c'est quelque chose aussi qui est très long à construire. Mais cette idée d'une progression annuelle ou infra-annuelle, elle va bien avec l'idée du redoublement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des élèves, l'idée que des élèves vont être balisés et qu'on va avoir des évaluations, parce que ça permet aussi de mettre des évaluations à des périodes fixes et donc de sélectionner aussi très tôt, hein, dénoncer tout de suite les élèves qui n'ont pas atteint le rythme attendu. Je pense que c'est... alors, ça n'est pas volontaire, je ne crois pas que ce soit volontaire, mais ça met en place une école de la ségrégation. Sur la question des cycles, Eric, oui, je pense que les mathématiques. Ouais, Sylvie a dit beaucoup de choses qui dépassent le cadre du français. Je suis bien d'accord avec les propos qu'elle a tenus. Sur la question quand je pense pour les mathématiques, bon, c'est exactement construit de la même manière. Hein. Il y a un guidage année après année, souple pour le cycle 1, ferme pour le cycle 2. Donc du coup, on a comme ça, on se pose la question, mais pourquoi être aussi exigeant sur les attendus de fin d'année et pas sur les attendus de fin de cycle? Moi, ça m'évoque deux réflexions complémentaires et un peu contradictoires. La première, c'est que sans doute, faut pas que les enseignants attendent que ça vienne tout seul. Il y a deux pays qui, sur les nombres décimaux, je repense au travail que j'avais fait avec mon étudiant sur l'enquête Teams, il y a deux pays qui, pour les nombres décimaux, sont vraiment très très loin sur les comparaisons des nombres décimaux en termes de réussite. C'était l'Ontario, enfin, c'est une province du Canada, et la France.
Et c'était aussi, pour l'Ontario et pour la France, la province et le pays pour lequel le nombre de professeurs qui pensaient que c'était l'année prochaine que ça devait s'enseigner était le plus important. Donc, il me semble que c'est bien que les enseignants aient des repères, et pour eux, pas pour les élèves. Et donc, du coup, si on imagine que, justement, c'est en fin de cette année-là que ça doit être acquis, et que ben, si ce n'est pas acquis, ben, il faut avancer quand même, j'adhère à l'expression de avancer à marche forcée, mais à marche forcée pour l'enseignant, qui va avoir des élèves qui, petit à petit, vont accumuler des difficultés. On sait qu'en mathématiques, il y a beaucoup de choses qui sont cumulatives, et donc, du coup, les élèves ne pourront plus raccrocher. Et ça me semble très, très dangereux. Très dangereux parce que, justement, l'idée doit être que les élèves doivent parvenir sur un temps suffisamment long à maturer leurs expériences, leurs réflexions pour obtenir des conceptualisations. Et donc, du coup, moi j'ai peur que ce soit un peu la double peine, hein, la double peine pour les enseignants et la double peine pour les élèves. Double peine pour les élèves parce qu'effectivement, il suffit d'avoir un peu de retard à un moment pour que on ne soit plus dans les temps prévus dans la progression et abandonner. Puis la double peine pour les professeurs parce qu'avec l'injonction à la réussite de tous, on finit par, comme ça a été dit tout à l'heure à propos de la construction des inégalités scolaires, on finit par avoir un niveau d'exigence complètement revu à la baisse, qui permet de se donner l'illusion et de donner l'illusion aux élèves pour que finalement les classes fonctionnent, que tous les élèves sont en réussite, alors qu'ils n'atteignent pas des objectifs qui devraient être ceux qui sont assignés à leur cycle.